d'innovation, de créativité. On va passer à la deuxième partie de cette émission, savoir si l'innovation est un moteur pour vos entreprises. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fédéré? Vous êtes une structure qui est partie d'une entreprise existante, mais vous avez créé et vous êtes de plus en plus nombreux. C'est dynamisant. Oui, c'est très porteur et ça emporte les collaborateurs aussi dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire innover. Et ce qu'on peut voir, nous, on est issus de l'artisanat, du vrai savoir-faire, de savoir-faire métier. Et on a réussi quand même à apporter une innovation client auprès des utilisateurs du constat automobile. Donc, c'est quelque chose d'intéressant et c'est un message que j'aimerais porter auprès des entreprises, même artisanales. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. On peut se servir de la technologie pour augmenter ces process. On va voir des images de drone soccer, ça a fait le tour du monde. Hein. Ce sont des gens qui jouent avec des drones et qui marquent des paniers de basket. Ça a le côté ludique, mais est-ce que ça parle aux jeunes? Est-ce que c'est un facteur d'attractivité des jeunes quand on leur dit, on travaille avec certaines machines, certains appareillages qui sont traditionnels dans notre vie, mais il y a ça en plus? Alors, nous, de notre côté, il faut que la technologie soit quasiment invisible, que ce soit un plus pour le consommateur final. Donc, le but, nous, on n'est pas une vraie entreprise technologique, c'est juste on se sert de la technologie pour simplifier la vie des gens. Donc, nous, on n'a pas vraiment d'enjeu. Donc, vous nous dites que même sans manette, sans grand écran, voilà, etc., au CES, on arrive à exister. Oui, alors ça a été la grande découverte. C'est surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché mondial sur ce qu'on fait, c'est-à-dire que dans le monde entier, le constat automobile, c'est un document papier. Et dans ces débauches de technologie au CES, avec des voitures autonomes, des voitures qui tournent sur elles-mêmes, etc., il reste que dans ces voitures, reste une boîte à gants avec un constat automobile. Donc, il y a un gros travail à faire et des fois, les idées, j'ai l'impression que les idées les plus simples peuvent être les plus puissantes en termes de développement. Aurélia Percé, c'est vraiment un moteur du développement de l'entreprise, l'innovation aujourd'hui et la tech, la technologie. Alors effectivement, oui, l'innovation, je pense que c'est de toute façon primordial. On est dans un marché qui, peu importe le secteur d'activité, qui évolue de plus en plus vite. Donc il ne faut pas rater le coche, tout simplement. L'innovation, c'est pour mon secteur en tout cas, et pour les secteurs que je desserre, c'est pouvoir augmenter sa compétitivité, rester compétitif sur le marché. C'est aussi en termes d'image. Image, nous, on a des clients qui... alors effectivement, il faut quand même un retour sur investissement. On n'achète pas quand même de cette technologie juste pour faire beau, tout simplement, mais qui s'en servent aussi d'image et pour pouvoir conquérir de nouveaux marchés, tout simplement. Et ensuite, d'attractivité, oui, pour le recrutement, tout simplement. Alors pour notre propre recrutement, j'ai envie de dire aussi, mais pour le recrutement de nos clients, par exemple les plateformes logistiques qui sont cruellement... en pénurie de recrutement pour les préparateurs de commandes, pour des personnes qualifiées. En fait, savoir qu'elles travaillent avec des robots peut aider aussi à l'attractivité et à la fidélisation des employés, puisqu'en fait, les tâches sont un peu redistribuées, on n'a pas de pénibilité, ou beaucoup moins. Et donc, justement, ça peut aider justement à la fidélisation des... Justement, regardez ce chiffre, le potentiel de la technologie en France. C'est un sondage CSA pour la French Tech qui date d'octobre 2023. 34% des dirigeants des startups de 2 à 5 ans prévoient de construire une usine dans les prochaines années. 65% prévoient de recruter des personnes en sortie d'école. Donc, vraiment des tout jeunes. C'est quelque chose qui parle aux jeunes aujourd'hui, la technologie, l'innovation. Alors oui, effectivement, nous, les profils qu'on recrute le plus souvent au niveau développement et recherche, ce sont des personnes qui sont sorties de l'école, effectivement. Et ça donne du sens au travail. Hein. Question que je vous pose l'un et l'autre, Benjamin Labonne. Oui, ça donne un vrai sens à un objet, c'est-à-dire que l'entreprise, d'un coup, elle est tournée vers le futur. Donc ça, effectivement, ça parle beaucoup aux jeunes. Ça fait peur aussi des fois, hein. On se dit les humains vont être remplacés dans les usines ou dans les entreprises. Non, vous dites, nous on est des artisans, c'est pas vrai Non, justement, je pense que la technologie c'est un très bon appui et il faut s'en servir pour les choses les plus rébarbatives. Et c'est là où la technologie aide l'homme. Et nous, par exemple, ça nous permet de nous concentrer justement sur l'humain. Une fois qu'on a un chatbot qui vous a aidé à remplir le constat, on va pouvoir discuter avec la personne de sa problématique réelle, la voiture, combien de temps elle va être immobilisée, et on va pouvoir au contraire axer sur l'aspect humain de la personne. Alors on confronte ce que vous nous dites et puis les images qu'on voit, c'est quoi? C'est quelle technologie qui est à la mode aujourd'hui? C'est l'intelligence artificielle dont vous nous avez parlé? C'est la miniaturisation? C'est les objets connectés, les matériaux?
vers quoi on va, vous qui êtes nos grands témoins. On va laisser parler Aurélia Percé. Je dirais que c'est un peu tout ce que vous avez cité, effectivement. C'est vrai que sur le CES, j'ai énormément vu, comme je vous l'ai dit en introduction, le mot intelligence artificielle à peu près à toutes les sauces. C'est effectivement la miniaturisation aussi. C'est tout ce qui est de la condensation de technologies, en fait, à proprement parler, qui est le moteur, en fait, tout ce qui peut aider, assister, simplifier, faciliter la vie ou tout type de métier et d'opération. Benjamin Labonne, vous êtes en contact de voitures qui sont de plus en plus technologiques, oui, tous les jours. Non, mais qu'est-ce que vous avez vu là-bas qui vous semble importable dans notre vie? Alors, des voitures volantes, c'est le rêve de tout le monde, ou des voitures avec toutes les roues qui sont orientables pour faire des demi-tours sur place, c'est des choses phénoménales. Mais la technologie, ce qui va être intéressant, c'est l'interface homme-machine, et justement le couplage entre la robotique et l'intelligence artificielle qui va permettre d'avoir des collaborateurs augmentés et de pouvoir vraiment se concentrer sur l'humain. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est le fait que les tâches les plus laborieuses, que ce soit intellectuellement ou physiquement, vont pouvoir être, les hommes vont pouvoir être aidés par des machines, et ce qui fait que les hommes vont pouvoir se concentrer sur les hommes et sur des problèmes d'hommes. Donc je trouve qu'il y a une dose d'humanité dans tout ça, et on en parle trop peu, à mon sens, et c'est un vrai sujet. Alors, on a parcouru le CES de Las Vegas avec vous deux, on va passer à la troisième partie, Objectif Monde. Alors c'est pas Objectif Lune comme Tintin, on va garder les pieds sur terre, ni vers l'infini au-delà comme le disait Buzz l'éclair, mais si les entreprises vont au CES de Las Vegas, c'est vraiment pour avoir cette ouverture sur le monde. Aujourd'hui, quels sont vos marchés à l'un et à l'autre? Ils sont locaux, nationaux, internationaux ou tout à la fois? Moi, pour ma part, nos marchés sont internationaux. On vend déjà à l'international. Vous étiez déjà présent aux États-Unis avant d'aller au CES? Voilà, on était déjà présent aux États-Unis. Effectivement, ça fait à peu près 2 ans qu'on a un partenaire américain, un distributeur américain. Donc effectivement, on était présent. D'ailleurs, il y avait un des représentants qui était avec nous sur le CES, parce que c'est quand même pour lui aussi, c'est quelque chose un gage de confiance aussi des Américains, de savoir qu'on a un Américain dans l'équipe, en fait, tout simplement, ou une base en Amérique. On adresse aussi l'Asie, l'Europe, évidemment. Et effectivement, le CES, c'est ce regroupement de toutes les nationalités. On a eu énormément, bien sûr, d'Américains. On a eu énormément de professionnels venant d'Asie. Alors qu'on les dit très technologiques eux-mêmes. Hein. Oui, effectivement. Et pourtant, très intéressés par des robots logistiques, alors qu'ils en ont énormément déjà sur leur marché. On a pris de très bons contacts, notamment sur des constructeurs automobiles assez importants. Donc, on était assez contents, en fait, de ce résultat. Benjamin Labonne. Déjà, je voudrais remercier la région Rhône-Alpes qui a porté ce projet, parce qu'effectivement, pour une start-up assez locale comme la nôtre, ça nous a ouvert un monde de possibilités. Parce que nous, on travaille sur un constat européen, donc on savait qu'on avait un marché européen, on avait déjà eu des contacts avec l'Angleterre, mais de là à traverser l'Atlantique, ça nous a ouvert un monde de possibilités. Donc on s'est rendu compte qu'on avait un programme mondial dans ce qu'on faisait, ce qui est extrêmement intéressant. Et vous arrivez à concilier à la fois cet aspect national et international. Ça va donner vraiment, j'imagine, une dimension dans vos bureaux. Il va falloir travailler avec des décalages horaires, par exemple. Oui. Hier, je faisais une visio avec des gens au Canada. Donc effectivement, on s'adapte au décalage horaire, à la langue, à beaucoup de choses. Mais pour créer une dynamique dans une région comme l'Auvergne et Clermont-Ferrand qui est un peu enclavé par moment, spécialement à cause des problèmes de train, ça on peut en parler aussi. Ce sera bientôt, ouais. Alors vous faites bien d'ouvrir la parenthèse, ce sera bientôt un dimanche en politique que l'on consacrera au Clermont-Paris. Je vous laisse continuer. Mais l'idée générale, c'est que justement on sort et on fait un dézoom et on voit que le monde est grand et qu'il y a un monde d'opportunités. Et être présent au CES, au cœur d'une machine mondiale comme ça, c'est extrêmement important. On va regarder d'ailleurs ce qui intéresse et quelles sont les destinations des entreprises françaises. La French Tech a posé la question aux startups. 95% des startups envisagent un développement à l'international dans les 5 ans. Et regardez, ils pensent aux États-Unis d'abord, 58%, l'Allemagne 50%, c'est pas très loin. C'est vrai que c'est quelques heures de train ou d'avion. L'Espagne, on est aussi très proche, on est au centre de la France. Et le Royaume-Uni, 30%.
Quel doit être l'état d'esprit quand on aborde ces marchés internationaux? On se dit, on oublie qu'on est auvergnat, on oublie qu'on est à Clermont-Ferrand, on y va? L'état d'esprit, c'est certainement de rester ouvert, de s'attendre, du moins de prendre en compte que le marché n'est pas du tout le même ailleurs. Je pense que ça, c'est vraiment important. Nous, on voit des vraies différences qui nous font aussi grandir, hein, parce que, par exemple, le niveau de service qu'on nous demande aux États-Unis n'est pas du tout le même qu'on nous demande en France. Donc, ça nous fait aussi évoluer dans notre offre. Il faut savoir s'entourer, donc, par exemple, de la région, des clusters qui peuvent nous animer. Justement, de quoi vous avez besoin les uns et les autres? La région vous aide? On aurait pu poser la question à Stéphanie Pernu. De quoi vous avez besoin? Si je puis me permettre, il y a quand même un gros problème en France, c'est l'investissement sur les startups, et spécialement avec la remontée des taux sur l'an passé. Ça a été une sacrée catastrophe. Et qu'est-ce qui manque dans l'écosystème? C'est qu'il y ait plus de partenariats avec des partenaires financiers et du capital risque. C'est ce qui fait cruellement défaut en France et en province en particulier. Vous êtes allé à Vivatech. Vivatech, c'est un peu le pendant du CES à Las Vegas. C'est à Paris, c'est généralement à la porte de Versailles. Hein. Oui. Et vous me disiez en préparant cette émission, c'est pas du tout la même ambiance, Vivatech et le CES. Vraiment, au CES, il y a des gens qui ont bossé le dossier. Oui. Et qui arrivent avec, ils sont à la recherche de pépites. Parce que c'est une question de taille, c'est-à-dire que Vivatech, malgré que ce soit un des plus gros salons de la tech européens, ça reste à taille humaine, c'est-à-dire qu'en une journée, on a fait le tour des stands, donc il y a un aspect tourisme quand des gens, des visiteurs là-bas. Au CES de Las Vegas, on ne peut pas y aller en tant que touriste parce que c'est tellement grand que même pendant les 3 jours, c'est impossible de faire les stands. Donc les gens qui viennent de manière professionnelle, ils anticipent, ils se font leur petit plan avec... J'ai même vu qu'il y avait des visites guidées, on peut participer dans le programme, on peut s'inscrire, il y a un coût d'inscription, mais on peut s'inscrire et on vous emmène voir les entreprises qui peuvent correspondre à votre secteur d'activité. La diversification géographique, c'est un incontournable pour vous et pour les autres entreprises aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose... Il y avait parmi la délégation, il y a des gens qui font des salaisons en Haute-Loire, il y en a qui font des pièces industrielles. On se dit, c'est plutôt un marché de proximité. Non, il faut s'ouvrir à, en tout cas, ce qui se fait dans le monde. Non, mais je pense que c'est une question de philosophie, de stratégie d'entreprise. Moi qui viens de l'artisanat, c'est soit on considère que sa zone de jeu, c'est l'Auvergne et ça nous va très bien, parce que c'est comme ça, soit on s'ouvre à d'autres territoires. Et en fait, vous allez faire les deux. Oui. Vous allez continuer à être carrossier avec une clientèle de proximité et vous allez gérer cette activité? Oui, parce que moi j'aime assez l'éclectisme dans la vie et c'est pour ça que ces deux me conviennent très bien. C'est-à-dire que je reste quand même dans mes carrosseries, je suis en proximité avec le client et en même temps avoir ce champ sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète, c'est un enrichissement énorme. Et effectivement, en termes d'aller chercher du financement et de progression, quand on dit qu'on a investigué le marché américain, le Japon, etc., ça ouvre tout un tas de portes. Aurélie Apercé, vous avez commencé à en parler à vos collègues de ce que vous avez vécu Ah oui, tout à fait, oui, on en a déjà parlé, parce que je n'étais pas la seule, hein, j'étais avec un collègue à moi sur le CES. On en a déjà bien sûr parlé. Il y a un débrief qui se fait après, oui. Oui, il est prévu en images avec tout un tas de photos sur le CES, sur Las Vegas, enfin, ça va être assez complet. Effectivement, l'ouverture sur l'international, en tout cas nous dans notre secteur, c'est très important parce qu'en fait, on se rend bien compte. J'ai juste un petit chiffre à vous donner, mais on va dire que le marché mondial, c'est 20 fois celui de la France. Donc effectivement, si on s'arrête à la France, on va vite être coincé. Voilà. Mais effectivement, on adresse la France, mais on adresse beaucoup l'Europe. Et voilà, l'Amérique, c'est le marché porteur. L'Amérique et l'Asie sont les deux marchés porteurs. Donc, très belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, on parlera de l'Ukraine